Le programme aujourd'hui, moi, je voulais absolument qu'on parle de ceux qui ne contractent pas. Du truc en ce moment qui arrive en France, qui s'appelle les citoyens souverains. Alors c'est marrant, on a 10 ans de retard en France, hein. Ça fait un petit peu un moment qu'aux États-Unis, alors ça a commencé aux États-Unis, hein, bien évidemment. Évidemment que ça commence aux États-Unis. Ça s'appelait les Sovereign Citizens. Il y a eu déjà pas mal de vidéos qui ont été faites là-dessus, etc. On va commencer par regarder un petit cadrage sur le sujet. Et ensuite, une enquête québécoise qui date d'il y a 7 ans. Parce qu'encore une fois, c'est pas un truc qui est nouveau. Donc voilà, donc qu'est-ce que les États-Unis nous ont encore concocté comme. Et en vrai, bon, pour sortir du troll, je trouve qu'en termes de mouvements complotistes, il y a toujours des trucs très intéressants chez les complotistes. Comme on dit souvent, le complotisme, c'est l'esprit critique sans marxisme. Moi, c'est ce que j'aime bien dire. Parce qu'en fait, il y a pas mal de trucs qui sont intéressants dans ce phénomène des citoyens souverains, notamment sur la question du consentement en sciences politiques. Et ça, c'est un truc, j'ai eu tout un semestre de cours à Sciences Po sur la question du consentement en politique. Et donc, ça fait appel à des concepts politiques qui sont dans la théorie politique, qui existent et qui sont, on va dire, philosophiquement discutés. Mais ce qui est hilarant là-dedans, justement, c'est que c'est des concepts philosophiques qui rencontrent une culture politique états-unienne qui est particulièrement juridicisée. Vous savez, c'est le cliché aux États-Unis, dès que tu fais un truc de travers, c'est je vais te poursuivre en justice, I'm gonna sue you, etc. Enfin bref. Et qui finissent par confondre en fait des concepts philosophiques avec des réalités matérielles. Rousseau a contracté. Mais justement, il y a du Rousseau. Alors, on peut reciter le Rousseau sur le contrat social, etc. Mais aussi plein d'autres choses, hein. Même, on peut aller même jusqu'à du Hannah Arendt, etc. Enfin, beaucoup de penseurs de l'État pensent aussi cette question du consentement à l'État. Et puis après, on va regarder le truc québécois. Vous avez sûrement déjà vu cette vidéo. On ne contracte pas. On ne contracte pas. Mais derrière ce je ne contracte pas ou encore ces notions un peu bizarres d'entreprise France-présidence se cache une mouvance qui s'estime à l'abri des lois et dont les membres n'hésitent parfois pas à s'en prendre aux forces de l'ordre. Le truc que je comprends pas par contre dans la vidéo de base, c'est qu'ils ont persuadé de gagner leur procès alors que dans leur croyance, normalement, tout est contrôlé par l'État. Alors, ça fait partie des contradictions des citoyens souverains. Mais c'est aussi là que ces gens-là sont aussi en partie victimes d'escroqueries. Et bon, on va venir après sur la nature d'escroquerie de ce genre de mouvement. Deux personnes interpellées indiquent faire partie des citoyens souverains, un mouvement né dans les années 1970 aux États-Unis. Ils dénoncent notamment l'impôt sur le revenu à grand renfort de thèses antisémites. Oh bah tiens, comme par hasard, attends, tu vas dire c'est des États-Unis qui veulent pas payer d'impôts et que du coup ont des justifications antisémites. Ah bah, vrai, mais les bras m'en tombent. Leur théorie se propage sur Internet, particulièrement sur YouTube, où il existe plusieurs millions de vidéos sur le sujet. Encore une fois, ça arrive en France, mais on a quand même sacrément du retard par rapport aux États-Unis. Ça fait, voilà, comme il dit, hein, ça fait depuis les années 70 que ce truc-là existe. Globalement, la hausse du phénomène s'est faite il y a une dizaine d'années, on va dire, aux États-Unis. Encore une fois, le documentaire qu'on va voir date d'il y a 7 ans, donc ça arrive comme toujours avec du retard. La pandémie de Covid-19 a occasionné une résurgence de ce mouvement qui s'est violemment opposé au port du masque, mais également au pass sanitaire ou encore aux mesures barrières. Et qui se renforce aussi avec le constat et la discussion aussi du constat dans les sphères de gauche, parfois un peu confuses, complotistes, etc., sur l'autoritarisme d'État qui est une vérité, enfin qui est une réalité, quoi. Le Covid a aidé à démocratiser. Ouais, comme il dit, le Covid a aidé à démocratiser parce qu'en effet, il y avait une gestion autoritaire de ça, il y avait une grande défiance vis-à-vis des vaccins, des masques, des trucs comme ça, etc. Donc tout ce dont on a pu parler sur la façon précisément dont la gestion de l'épidémie a aussi pu créer et encourager du ressentiment et du sentiment complotiste. Mais en effet, le Covid a créé ça, mais aussi parce qu'avec le Covid, comme la pandémie du Covid-19 était une pandémie, on va dire, internationale, il y a eu aussi une internationalisation des théories du complot. Les discours qu'il y avait sur le Covid étaient les mêmes aux États-Unis qu'en France, etc., parce que c'était la même pandémie, c'était à peu près les mêmes erreurs et les mêmes errements de chaque gouvernement national sur comment gérer l'épidémie. Donc, il y a eu aussi une internationalisation et un lien qui s'est fait entre les théories. C'est comme ça aussi que, du coup, dans les milieux anti-vax, anti-pass sanitaire, etc., la passe nazitaire, tout ça, on a vu aussi arriver progressivement des théories complotistes purement états-uniennes comme QAnon par exemple. QAnon et Pizzagate, vous avez tout le truc d'un complot, d'un truc où ils extraient du sang de bébé pour vivre plus longtemps, le truc sur l'adrénochrome, le Pizzagate où ce serait dans le sous-sol d'une pizzeria de Washington, etc. Enfin bref. Et des trucs sur l'adrénochrome qu'on a vu arriver à TPMP, hein. Des trucs très très purement états-uniens et qui sont arrivés en France par justement le fait que le Covid a permis d'internationaliser un petit peu les discours là-dessus et a du coup permis de diffuser davantage ces sphères complotistes qui jusqu'ici étaient surtout, on va dire, anglo-saxonnes, quoi. Connu que les extrémistes violents anti-gouvernementaux constituaient l'un des éléments les plus meurtriers de la menace terroriste intérieure en France. On va rigoler aussi du côté complotiste de tout. Mais en effet, c'est aussi directement responsable de certaines actions violentes. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous faire le truc. Donc les citoyens souverains, c'est quoi? Alors la base de la théorie du complot, c'est quoi? C'est que en je sais pas quelle année, là je vous dis sur la version États-Unis, l'État états-unien aurait fait faillite et aurait été racheté par une entreprise privée. Du coup, lorsque on nous donne un nom à la naissance, en fait, on nous fait signer sans notre... En fait, quand on a un acte de naissance, ça veut dire qu'on nous fait signer sans notre consentement
un contrat et nos impôts servent à rembourser la dette de rachat des États-Unis auprès de cette entreprise privée. Donc, c'est pas clair. Ça fait beaucoup. Moi, j'ai eu d'autres choses. Il y en a qui disent que en fait, les États-Unis n'ont jamais pris leur indépendance et sont toujours sous l'autorité de la couronne et du Vatican. Les USA sont la propriété de la City de Londres et des Juifs. Oui, alors il y a plusieurs versions de tout ça. C'est qu'en fait, concrètement, c'est que les États-Unis ne sont pas un État, mais sont la propriété d'une entreprise privée ou sont une entreprise privée ou sont voilà, qu'en gros, globalement, tu n'es pas citoyen d'un État, mais tu es sous contrat d'une entreprise privée qui appartient à... Et l'État échange parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de te dire, t'as pas à payer tes impôts. Ces impôts sont-ils légitimes? Il te suffit d'acheter un pack de formation pour t'expliquer toutes les étapes pour rompre ton contrat avec l'État. Il suffit d'écrire 0 dans la cage impôt. Mais en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, comment se diffuse cette théorie du complot? En convainquant des gens qui peuvent ne pas payer leurs impôts. Et alors là, mais c'est une manne incroyable. L'acte de naissance en minuscule, c'est minimum 270 balles. Mais bien sûr, en fait, c'est de la prédation aussi sur des personnes qui sont endettées, par exemple. En mode, t'as pas à rembourser ta dette puisque, quoi qu'il arrive, tu es illégalement considéré comme contractant de l'entreprise États-Unis ou l'entreprise France, etc. Et du coup, t'inquiète pas, ta dette est nulle et non avenue. Il suffit de devenir un citoyen souverain, de mettre 0 et de me payer pour que je te refasse tes papiers. Outre l'aspect totalement barré du complot, outre l'aspect aussi violent des gens qui font partie de cette communauté complotiste, c'est quelqu'un qui va utiliser tes faiblesses, généralement des faiblesses financières ou généralement tout simplement des aspirations à plus payer tes impôts, pour te faire payer des trucs et pour t'extorquer de l'argent. Il y a un petit côté secte. Alors, il y a un côté sectaire parce que de fait, secte au sens propre du terme, en mode où c'est une séparation par rapport à la société. Où en fait, tu vas rentrer dans une communauté qui a les mêmes façons de voir le monde, qui a la même vision complotiste et paranoïaque du monde, etc. Et du coup, ça va être ta seule sphère finalement de sociabilité puisque tu vas considérer que tout le monde te ment alors que tout le monde est totalement... s'est fait laver le cerveau ou je sais pas quoi. Et donc en effet, ça va encourager aussi des comportements de retrait de la société, des comportements d'éloignement de... tout ça quoi. Donc bien sûr, il y a des côtés sectaires dans ça, mais comme il y a des côtés sectaires dans la plupart des communautés complotistes qui sont souvent des communautés fermées. Hein. Mais du coup, ils sont sous le joug de quel État? Ils n'ont pas de nationalité. Ce sont des citoyens souverains. C'est-à-dire que la seule souveraineté qui s'applique à eux, c'est la souveraineté de leur corps. En théorie, on a une souveraineté corporelle, hein, on a une souveraineté, mais on est aussi composante d'un État qui a sa propre souveraineté. Souveraineté négociée avec les différents accords internationaux, le droit international, etc. Mais bon, bref, j'ai beaucoup parlé de droit international récemment avec Gaza et tout, avec la CIJ. Fait partie d'un État qui est souverain, donc qui définit ses frontières, sa monnaie, son administration, etc., etc. Eux, ce qu'ils sont, c'est des citoyens souverains, c'est-à-dire que c'est juste quelqu'un sur Terre. C'est la limite de leur souveraineté s'arrête à leur corps, et non pas à ce que l'État, et donc la démocratie ou pas, détermine ce qu'ils peuvent faire ou pas. Donc en fait, c'est simplement une façon de s'extraire des lois. Par exemple, les gens qui vont leur extorquer de l'argent vont leur dire que du coup, leur plaque d'immatriculation, ils doivent avoir une plaque d'immatriculation souveraine. Puisque leur plaque d'immatriculation est éditée par leur État et que du coup, voilà. Et du coup, en fait, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de vidéos de citoyens souverains qui se font arrêter par la police parce qu'en fait, leurs plaques d'immatriculation sont fausses. Parce qu'en fait, ils ont payé un gars pour lui éditer une plaque d'immatriculation fausse en étant persuadés que bah, du coup, ça lui permet de rompre totalement avec l'État s'il a sa propre plaque d'immatriculation. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on voit toutes ces vidéos avec des flics qui arrêtent les gens. Parce que concrètement, ils sont en infraction. Et ils se mettent systématiquement en infraction. Parce qu'ils estiment que, parce qu'ils ont signé un papier, ils peuvent s'extraire des lois. On va regarder du coup cette enquête de Radio-Canada Info. Alors du coup, avec des beaux accents québécois, ça va être incroyable. Faut pas se culpabiliser parce qu'on paye pas d'impôts. De l'impôt sur le revenu, vous arrêtez de payer ça. Il y a des pays qui en payent pas. On n'est pas obligé d'en payer. Oui, en fait, c'est ça le premier truc. C'est vraiment, je veux pas payer d'impôts et je suis convaincu que je trouve une raison qui est tirée par les cheveux, mais qui me convainc parce que c'est la raison à laquelle je veux croire. Moi, je vais travailler avec le Code de procédure civile, qui est la loi que le législateur... Pour le moment, vous allez vous asseoir, s'il vous plaît. Oui, parce que aussi, ils considèrent que la loi, du coup, ne s'applique pas à eux. Et les seules lois qui s'appliquent à eux, c'est la common law ou un truc comme ça. Enfin, c'est un truc de, je sais pas... Oui, c'est ça, Admiralty Court, oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ils considèrent qu'en gros, on est régi par le droit de l'amirauté. Donc, Admiralty Court, donc c'est le droit des amiraux. En gros, c'est le droit qui s'applique sur la mer. Si tu dis rien, du coup, ça veut dire que tu as consenti à être... mais du coup, si tu commences à dire et si tu dis que tu t'opposes à ça, bah du coup, ça veut dire que tu ne consens plus. Oui, c'est One Piece le bordel. Bref, au Canada, surtout au Québec, une large partie de la complosphère se base sur le vrai problème causé par le fait que le Québec n'a jamais signé la Constitution du Canada. Et du coup, ça décrédibilise les vraies demandes des responsables politiques et juridiques sur l'éventuelle non-constitutionnalité de certaines mesures fédérales au Québec. Oui,
Parce qu'en fait, tout simplement, comment ça fonctionne ce genre de truc? C'est un mec qui est honnête ou pas. Souvent, les gens qui commencent les théories du complot, c'est difficile de déterminer de leur honnêteté ou de leur conviction, etc. Mais qui vont souvent jouer les juristes en herbe, quoi, les juristes du dimanche. Du coup, ils vont voir un fun fact sur le fait que le Québec n'a pas signé la Constitution du Canada. Du coup, ils vont creuser, ils vont voir des trucs, et puis ils vont mal comprendre les machins, et puis ils vont dire ah tiens ça m'arrange. Et du coup, ils vont créer progressivement en fait cet édifice de pensée. Très souvent, ça va partir de trucs, et d'ailleurs, parfois ça part aussi de trucs sur, encore une fois, de théories philosophiques. Par exemple, la théorie du contrat social, qui est une théorie philosophique, que la société est régie par un contrat. Alors, c'est pas un contrat écrit en toutes pièces, c'est un contrat implicite. Tout le monde est d'accord pour dire que tu es régi par les mêmes lois, que tu es dans le même panier, et que, voilà. Il y a différentes versions de ce contrat social, il y a Rousseau écrit là-dessus, il y a John Locke, etc. C'est le truc que tu étudies en gros globalement au lycée souvent sur ce sujet. Voilà, c'est les théories du contrat social. Mais donc, c'est des théories philosophiques qui cherchent à expliquer en fait pourquoi la société est telle qu'elle est, et comment la société doit être régie. Parce qu'en fait, en fonction de ce contrat social, ça va amener un fonctionnement différent de la société, par exemple. Un rapport différent entre l'État et ses citoyens. Ils n'ont pas compris que le contrat social, ça servait à justifier l'absolu. En fait, le contrat social, c'est une image philosophique. Oui, t'as pas signé un contrat. Mais par contre, ça exprime quelque chose qui, en effet, est un nœud philosophique. Enfin, c'est un nœud philosophique, non, mais c'est un sujet philosophique, qui est que, lorsque vous êtes né dans votre pays, vous avez été présumé comme consentant aux lois de votre pays. Dans le sens où, et là je parle pour les sociétés démocratiques, parce que ça s'applique spécifiquement aux démocraties. Le principe d'une démocratie, c'est quoi? C'est qu'on considère que c'est le peuple qui a la souveraineté et qui doit du coup décider de son organisation, de ses lois, etc. Donc on considère que les lois sont légitimes parce qu'elles ont été approuvées indirectement souvent par le peuple, sauf pour certains Suisses. C'est pour ça que du coup on a des élections pour élire des gens qui vont aller écrire des lois, et on considère que du coup une assemblée nationale est représentative parce que ça représente environ c'est pour ça que l'abstentionnisme pose problème, parce que du coup ça fausse la représentativité sociale, etc. C'est pour ça qu'on élit des gens pour voter des lois, etc. Et que du coup ces lois sont considérées comme s'appliquant et comme légitimes, parce que les gens qui ont voté ces lois ont l'émanation de notre souveraineté, de notre vote, de notre choix politique. C'est un petit peu sur ce truc bancal que tient, on va dire, bon là on va se baser sur la démocratie française par exemple, c'est sur ce truc bancal que tient la démocratie française par exemple. Un truc bancal, pourquoi? Parce que si l'abstention est extrêmement forte, comment juger de la légitimité des lois? Par exemple, si elles sont adoptées au 49.3, comment juger de la légitimité de ces lois, etc. etc. Donc l'autoritarisme et la démission démocratique posent problème par exemple. Mais bon, on considère que la raison pour laquelle, quand tu es sur l'autoroute, tu dépasses pas la limite, c'est parce que c'est des règles qui ont été décidées par la démocratie, et que en faisant partie de ce peuple, même si toi-même tu n'as pas voté pour les gens qui ont fait ces lois, tu es considéré comme ayant consenti par avance à ces lois, puisque faut bien que tu naisses quelque part, faut bien que des règles s'appliquent, quoi. En vrai, ce truc-là en effet, quand t'es né, t'as été considéré comme consentant à l'avance d'un système de loi que t'as pas décidé toi-même, parce que tes parents étaient considérés comme consentement à l'avance, parce que leurs grands-parents étaient parce qu'en fait, tu hérites en fait finalement de cette histoire du pays dans lequel tu nais. Il y en a, ça peut les faire vriller. Parce que quand tu t'intéresses à ce sujet-là d'un point de vue philosophique, d'un point de vue... C'est intéressant, ça dit, ah tiens, c'est intéressant, comment penser la légitimité des lois, comment renforcer le rapport à la légitimité, comment faire en sorte que justement le fait de ne pas avoir consenti aux lois ne soit pas une imposition autoritaire, mais quelque chose où on fait comprendre à tout le monde, voilà, comment faire en sorte que, comment on pense la légitimité du système, comment on fait que les lois... C'est une expérience de pensée intéressante, c'est une base philosophique intéressante pour penser la question de la légitimité en politique, mais ça n'a aucune implication concrète sur ta vie quotidienne. Sauf que il y a certaines personnes, je pense, quand ils entendent parler de ça, du fait que, de cette théorie, je pense que ça chamboule tellement leur vision du monde, ça chamboule tellement, et je pense que ça doit résonner aussi avec leur sentiment d'impuissance politique, d'impuissance morale, d'impuissance de tout, qu'ils vont chercher les implications de cette théorie. Ils vont aller chercher les implications de ça en se disant, mais du coup, si je n'ai pas consenti, dans ce cas, je peux me révolter contre tout ça. Et dans ce cas, je n'appartiens pas à cette... Rien ne m'oblige à participer de cette société. Alors qu'en réalité, la théorie a dit que non, t'as pas le choix, en fait. Que t'as pas le choix de participer à la société. Genre... C'est bien ça le problème, c'est que structurellement, c'est pas possible, notamment l'apatridie. Donc, c'est pas que philosophique, mais on en fait quelque chose d'inapplicable. En fait, c'est ça, c'est que t'as des lois, t'as des principes, elles peuvent être injustes, elles peuvent être... Mais c'est les lois. Et t'as pas le choix que d'y consentir. T'as pas le choix que d'y obéir. Mais en effet, t'as pas mal de gens qui vont voir ce genre de truc-là et qui vont se dire du coup, maintenant que je sais ça, j'ai le choix. Maintenant que je sais ça, je peux... Voilà. Si tu les suis pas, tu sors de la société. C'est pas pour rien que ça vient des États-Unis.
C'est qu'il y a toute une pensée justement états-unienne sur l'autarcie, sur le fait de rompre avec la société, etc. Mais parce que aussi concrètement, les États-Unis sont une colonie de peuplement, sont une colonie d'installation, et du coup sont déjà l'affaire de communautés qui se sont constituées en un peuple, qui déjà avaient rompu avec l'Europe. Alors là-dedans, t'as les pèlerins, les puritains, t'as machin truc, mais t'avais aussi des hors-la-loi qui partaient aux États-Unis. T'avais des trucs comme ça, etc., etc. Donc en fait, et ensuite, bien évidemment, t'as la culture états-unienne, la culture politique états-unienne, qui s'est faite énormément autour du droit, qui est une culture très, très, très juridique, toute une tradition libérale, très juridique, etc. Mais ce qui fait que c'est pas étonnant que viennent des États-Unis une théorie du complot qui te permettent de penser la rupture totale avec la société, puisque c'est là aussi que Henri David Thoreau a écrit sur le fait d'aller vivre dans les bois, de voilà. Thoreau, c'est surtout la désobéissance civile qui prône. Ouais, mais les citoyens souverains, je pense, se considèrent comme dans une forme de désobéissance civile, puisqu'ils désobéissent aux lois de l'entreprise, État, je sais pas quoi. Il y a quelque chose de Thoreau là-dedans, mais évidemment que Thoreau, c'est pas du complotisme, hein. Thoreau, c'est une pensée philosophique intéressante sur rompre avec la société, justement sur la souveraineté de soi-même aussi, désobéir, qu'est-ce que ça veut dire, l'indépendance, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. C'est du Thoreau. En fait, c'est ça, c'est du Thoreau mal digéré, exactement. Et mais c'est pour ça que je dis que quand ces gens ils rencontrent ce genre de théorie, ils commencent à vriller, parce que tu vois du Thoreau, du David Thoreau qui te dit ah tu peux vivre tout seul dans la société, t'es énervé partout parce que globalement tu vis aux États-Unis et que tu vis probablement dans l'un des pires pays du monde. Bah évidemment que ça t'offre une espèce d'échappatoire. Il y a un fantasme d'échappatoire, il y a un fantasme d'escapisme, d'escapism là-dedans, quoi. C'est que tu peux échapper à ta vie de merde, à tes impôts, au code de la route qui te fait chier, aux lois qui te font chier, tu peux échapper à tout. Et ça t'offre ce truc-là. Donc c'est pas pour rien aussi que ça vient des États-Unis. C'est que l'idée de rupture, l'idée de voilà, et que du coup ça dépend de contrats, de trucs comme ça, c'est totalement en lien avec la culture politique états-unienne, quoi. Et aussi avec des pensées philosophiques qui sont spécifiques aux États-Unis. Un peu de chouardisme aussi avec les citoyens constituants. Mais c'est un peu par le chouardisme qu'est-ce que ça arrivait en France, je pense. Je saurais pas dire, mais je pense que c'est beaucoup par là que le verre était dans le fruit. Les citoyens souverains croient que les gouvernements ont érigé un système parallèle secret. Pour chaque être humain, les gouvernements auraient créé une personne juridique avec un compte bancaire à partir du numéro d'assurance sociale. Ils sont persuadés que leur numéro de sécurité sociale, c'est leur RIB auprès de l'État. Ils croient que c'est un RIB. Et que du coup, ton acte de naissance et ton numéro de sécurité sociale, c'est en fait la personnalité juridique fictive que l'État a créée pour te faire un contrat auprès de l'État. Ce mouvement vient des États-Unis, où il a déjà dégénéré en violence. Un policier a voulu vérifier la plaque bizarre d'un véhicule. Ses occupants, des citoyens souverains, l'ont abattu. Bon, vous comprenez aussi pourquoi c'est considéré comme une théorie du complot extrêmement dangereuse et terroriste maintenant. Vous allez voir que les juges sont en situation de conflit d'intérêts continuellement. Donc, ils n'ont pas le droit de vous juger. Il n'y a pas un juge qui a le droit de vous juger. Souvenez-vous bien que quand vous passez devant un juge, c'est pour protéger le système, c'est pas pour protéger la société. C'est ça, t'as des gens qui se font payer dans des conférences pour dire « Non, mais le juge, il n'a pas le droit de vous juger ». Et du coup, comme ça va entretenir un biais de confirmation et un biais d'impunité, et du coup, voilà, ça fonctionne de fou, quoi. La bureaucratie des États fédéraux aussi, ça peut pousser au complotisme. Aux US, t'as des lois qui sont légales au niveau fédéral et illégales au niveau des États et vice-versa. Ça laisse penser que tu vis vraiment dans un système déshumanisé, un peu orwellien, qui t'empêche de vivre en rendant confus sur la légalité de tes actions pour se protéger. Du coup, beaucoup d'experts en droit estiment que la bureaucratie fédérale a un impact sociétal en plus que judiciaire. Ouais, de fou. Mais oui, la bureaucratie, c'est tellement violent que du coup, tu cherches des excuses, des justifications, etc. J'avoue que c'est alléchant comme message. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « Savez-vous quoi, vous n'avez pas à payer d'impôts. » Ce que je peux dire, c'est si un message semble trop beau pour être vrai, il faut se méfier. Pas payer ses impôts, c'est un crime. Ah oui, c'est le principe d'un scam. Si tu sais que t'aimerais beaucoup que ce soit vrai, c'est que c'est un scam. Tu n'as pas gagné cet iPhone 16. Tu ne l'as pas gagné. Je sais que tu aimerais, mais tu ne l'as pas gagné. C'est parce que tu veux l'iPhone 16 que tu ne l'as pas gagné. C'est précisément pour ça. Sinon, il t'aurait dit t'as gagné un clou. Ils disent jamais t'as gagné un clou. Alors que c'est plus facile à faire gagner les clous. Il y en a plein. Ah non, ils font gagner un iPhone. Le Québec n'a pas signé la Constitution de 1982. Donc, selon lui, la Constitution de 1982 ne s'appliquerait pas au Québec. La Constitution de 82, comme on l'appelle, s'applique juridiquement au Québec, comme aux autres provinces canadiennes. C'est vrai qu'au Québec, il y a un terreau particulièrement fertile qui est l'indépendantisme. La cause de l'indépendance du Québec, c'est une cause qui est particulièrement longtemps. Et donc, c'est très très facile de prendre les gens sur des affects indépendantistes pour leur faire passer cette théorie du complot. Il y a un truc que les gens comprennent pas. Et c'est un truc, tu sais, quand tu prends un cours, quand tu regardes un truc de théorie juridique. Simplement, quand t'apprends, par exemple, le droit est une fiction. Bon, ça veut dire quoi? Et t'écris un texte et tu le signes, ça fait pas advenir magiquement, ça te fait pas pousser une assemblée nationale magiquement. Mais par contre, ça fait l'advenir dans la convention des gens, et du coup, à partir de ce moment-là, on a tous signé ce truc, du coup, on va se réunir en assemblée nationale. C'est une écriture, c'est une fiction, mais c'est une fiction auquel on consent.
Le droit, c'est une affaire de consensus plus que de logique. Bah ouais. Quand t'apprends que... C'est ça, c'est une construction sociale. Littéralement, le droit est une construction sociale. Le droit est une construction sociale, mais ta prune, elle est bien réelle. Et son effet sur ton portefeuille, elle est bien réelle. Enfin bref. Pour eux, le fait de dire que le droit est une fiction, pour eux, fiction, ça veut dire quelque chose qui n'est pas vrai. Du coup, ils vont dire, le droit n'est pas vrai. Et ça fait souvent partie des subtilités du langage théorique et du langage philosophique. Mais quand tu parles d'une fiction, tu parles de quelque chose, tu peux parler de quelque chose qui existe. C'est comme les gens qui te disent que comment ça, le sexe c'est une construction sociale? Bah non, le sexe c'est biologique, lol. Bah non. Parce que la façon dont tu vas déterminer le sexe, etc., répond à des déterminants sociaux, des besoins de classer. Rien que le fait de devoir classer des sexes, c'est quelque chose de social, etc., etc. Donc, le sexe biologique est une fiction. Ça veut pas dire qu'on n'a pas de biologie, ça veut pas dire que tu n'as pas d'hormones, d'utérus, de gonades, de tuyauterie là-dessous. Mais ça veut simplement dire que le récit qu'on se fait du sexe est un récit construit. C'est un enjeu de discours et de discours sur lequel va se créer d'autres discours, etc., etc. Le monde est affaire de discours, la politique est affaire de discours. Mais sauf qu'en fait, beaucoup de gens, quand tu leur dis telle chose est une fiction, c'est pour ça que je fais le lien entre les citoyens souverains et les gens et le terme de fiction sociale quand on parle du sexe, par exemple, c'est parce qu'en fait, fondamentalement, et ça c'est un problème lié au langage théorique, c'est que le langage théorique n'est pas le langage du quotidien. Quand tu dis une fiction, tu parles d'un bouquin qui n'existe pas. Sauf qu'en fait, oui, dans le langage théorique, quand tu vas parler d'une fiction, tu vas parler de quelque chose qui est de l'ordre d'un consensus social, qui est de l'ordre d'un discours, donc quelque chose qui n'a pas d'existence en soi, mais qui a une existence par le discours qu'on porte dessus. Et ça, c'est là, on rentre dans le post-structuraliste. Mais ça, c'est une convention. C'est un truc sur lequel tout le monde est d'accord implicitement et que même si t'es pas d'accord, t'es d'accord parce que c'est ce qui sert à faire fonctionner la société sans se poser de questions. Du coup, les citoyens souverains, c'est des gens qui exploitent juste cette idée-là de fiction en la prenant premier degré, en disant c'est une fiction, donc ça n'existe pas. D'accord? D'être une personne physique, je suis un être humain. Ouais. En vertu du droit international. C'est des citoyens du monde. C'est ça, c'est les citoyens du monde, mais version complotiste. Mais c'est là aussi où en vrai beaucoup aussi de gauchistes peuvent tomber là-dedans, le côté citoyen du monde, le côté tu n'appartiens pas à l'État, tu es une vraie personne, tu n'es pas une personne physique, tu n'es pas des chiffres sur une carte d'identité. Il y a un côté très révoltant un petit peu souvent dans un esprit un peu gauchiste, libertaire, de se dire que tu appartiens à un État, que tu es dans une machine aussi parfois qui peut paraître très très inhumaine qui est celle de l'État. Donc c'est... voilà quoi. C'est un appel téléphonique qui chamboule leur vie en 2010. C'était un matin, ça fait pas longtemps que je t'ai levé, puis le téléphone sonne, puis c'était l'émission du revenu. L'Agence du revenu du Québec réclame des remboursements pour les 3 dernières années. Donc là, c'est vraiment ce truc-là de, en fait, le mec, il est entrepreneur, il a une couille avec les impôts, et du coup, il est en mode, hop, les impôts, ça n'existe pas, quoi. Quand les créanciers posent des questions, il réplique à coups de documents et de poursuites. Après, encore une fois, c'est un constat qui est vrai. C'est que, à partir du moment où tu es né dans un pays, que tu y demeures, que tu en as la nationalité, etc., en effet, tu es soumis à un régime de l'impôt. Un régime de l'impôt que tu n'as pas choisi, etc. C'est pour ça que tu as plein de libertés. Plein de gens, c'est pour ça d'ailleurs que les riches font de l'exil fiscal, encore une fois. C'est pour ça qu'Occupy Wall Street a été aussi un terreau un petit peu de recrutement pour les citoyens souverains. C'est parce qu'en fait, oui, il y a un côté presque, il y a une injustice fondamentale qui est que tu ne choisis pas où tu nais. Et tu ne choisis pas le taux d'imposition d'où tu nais. Du moins, jusqu'à temps que tu puisses voter très indirectement pour des gens qui vont peut-être avoir un programme qui va réduire les impôts, etc. Enfin bref, vous connaissez un peu le système démocratique, etc. Mais tu nais dans un pays, du coup, tu te retrouves à devoir payer des impôts parce que c'est comme ça que ça marche. Et il n'y a pas de justification, c'est aussi absurde que ça. Mais aussi, oui, enfin, tu profites des systèmes d'eau, de la route, des transports. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ça, c'est que tu choisis pas non plus d'avoir un hôpital public qui fonctionne bien. Tu choisis pas non plus d'avoir des routes qui sont trop bien, tu vois. Tu choisis pas non plus, en fait. Globalement, beaucoup de choses dans la vie t'échappent. Il y a beaucoup de choses dans la vie que tu ne choisis pas. Et en fait, je pense que c'est beaucoup des gens que l'aspect des devoirs liés à ça révolte et qui perçoivent pas aussi l'aspect positif, l'aspect donnant-donnant, quoi. Et puis après, ils sont on n'a pas accepté ce donnant-donnant, etc. Ça pourrait très bien fonctionner si on faisait tout localement dans notre coin, etc. Bon, il y en a qui sont vraiment... Ça, c'est la partie vraiment la plus libertarienne, en mode, il n'y a plus d'État, c'est fini, etc. Qui ont vraiment un projet politique par rapport à ça, etc. Mais ça part d'un truc de, oui, c'est vrai, techniquement, t'as pas consenti. Tu as consenti à l'impôt par ta naissance. T'as aussi consenti au remboursement des soins. Et ça, c'est plutôt cool. Elle est mise en cause, la défense nationale. Pourquoi? Pour qu'il réponde à nos questions, comme par exemple sur le chapitre de loi I3, la loi sur l'impôt. Il est écrit à la définition du mot loi que c'est une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. On a posé des questions. Pourquoi est-ce qu'il était inscrit ça dans cette loi-là? C'est quoi ça veut dire, ça? Donc en fait, c'est ça. Et ça, c'est le parti un petit peu terrorisme légal, terrorisme juridique. C'est qu'en fait, ces gens-là, ils vont envoyer plein
plein de lettres de mise en demeure pour avoir des réponses, pour exposer la vérité, etc. Bref. Les Dubois sont de retour en cours. Au palais de justice de Sherbrooke, un juge doit composer avec leur tactique de citoyens souverains. Je vais me faire assermenter le jour où ce qu'on... La réponse c'est oui ou c'est non? Ben, c'est tout à fait non, parce qu'il n'y a pas de constitution canadienne au Québec. Il refuse de se mettre sous serment, il refuse de... Alors, il dit, non, il n'y a pas de constitution, tout est illégal. Mais alors, qu'est-ce que tu fous au tribunal? Le tribunal de base, c'est un truc qui est quand même institué par la loi. Donc, qu'est-ce que tu fais au tribunal pour aller prouver qu'il n'y a pas de constitution? Genre, c'est... le juge au bord de l'explosion. Ah non, mais les juges, ils en peuvent plus, les pauvres. Le juge a calmement écarté le requête. Entre-temps, les dettes de Régent Dubois s'accumulent. Son entêtement à ne pas payer commence à avoir de lourdes conséquences. Ah, c'est ça, et c'est là aussi qu'ils sont aussi largement victimes de ce genre d'arnaque, quoi. Parce que du coup, c'est eux qui se retrouvent endettés, c'est eux qui vont se retrouver expulsés. C'est pas les autres, quoi. Donc bon, c'est... Pourquoi aller au procès alors pour se la jouer? Tu sais, c'est toujours le truc des complots, c'est essayer de pousser les conspirateurs à avouer leur conspiration, donc c'est... On se bat contre un régime qui est contre l'humain, évidemment, ça c'est sûr. Et il y a un lien du coup avec le survivalisme aussi. Je pense que c'est beaucoup dès lors de gens qui sont obsédés aussi par le fait de vivre en autarcie, de vivre loin de la société, de se détacher de tout ça, de vivre hors circuit, off-grid, comme il y a une mode en ce moment des gens qui veulent vivre off-grid. Donc hors de tous les réseaux, voilà, les réseaux, ils veulent vivre hors des réseaux du commun, voilà, ça c'est quelque chose qui hérisserait le poil de la nuque de Jean-Luc Mélenchon, le pauvre. Off-grid, mais toujours grosse bagnole, bien sûr, toujours grosse bagnole, t'inquiète que le pétrole, ils vont bien l'acheter, enfin le pétrole, le fuel, ils vont bien l'acheter, etc., etc. Mais bref, ça, ils veulent sortir de la matrice, etc. Et beaucoup d'utilisation de films de science-fiction, et notamment de Matrix là-dedans, justement, il y a beaucoup des gens qui ont un petit peu lu Matrix trop au premier degré, on va dire. Enfin, regardez Matrix plutôt. Oh, réseau mais bonne 4G, oui, concrètement, c'est ça, oui. Ils font quand même des super vidéos YouTube. Mais du coup, voilà, et donc ça, c'est aussi relié un petit peu à un milieu survivaliste qui est tout aussi obsédé par le fait de vivre en autarcie et dans lequel on retrouve beaucoup d'êtres humains. En fait, voilà, faut bien penser que les milieux conspirationnistes interagissent énormément et ont beaucoup de porosité entre eux. Et c'est aussi comme ça que l'extrême droite et que la politisation un petit peu plus radicale, fasciste, etc. vient, c'est parce qu'en fait, ces gens-là qui rentrent dans cette arnaque-là vont du coup commencer à s'intéresser à la destruction de l'autarcie, ils vont rencontrer des milieux survivalistes, ou alors ils vont rencontrer des gens qui remettent en question l'État sous forme de complot, en mode « Ah, tel truc qui s'est passé, en fait, n'est jamais arrivé », du coup ils se disent, avec le complot auquel ils croient déjà, ils sont en mode « Ah oui, c'est logique, etc. » Et c'est comme ça qu'ils vont aussi se radicaliser progressivement à l'extrême droite, au lieu de devenir, je sais pas, politique, en mode détaché de tout. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui vivent détachés de tout. Oui, aussi beaucoup l'ésotérisme aussi, oui, énormément. Je pense que l'UPR n'a pas des accès similaires aux soft sites avec des spécificités françaises, notamment rapport à l'Europe et tout. Alors, oui, l'UPR a beaucoup de similarités avec les citoyens souverains. À la fois, en effet, le rapport à l'Europe, le Frexit, etc., sortir de ce truc international, etc., qui nous a tué notre souveraineté, le rapport à la souveraineté et tout, mais aussi à l'obsession d'une lecture très très littérale et très très biaisée de textes de loi. Vous savez, parce que les gens qui ont découvert l'UPR, c'est beaucoup des gens qui ont découvert par... il y a Asselineau qui fait une conférence de 3 heures sur YouTube et qui ont commencé à regarder des conférences de 3 heures d'Asselineau sur YouTube, etc. Et dans lesquelles Asselineau utilise des textes de loi, de traités européens qui disent ça et du coup on pourrait faire ça par rapport à la loi, etc. Et ils sont pris un petit peu de ce fantasme-là de comprendre la loi. Mais oui, c'est ça, le fameux article 50, quoi. Mais de ce fantasme-là de comprendre la loi mieux que tout le monde, qu'en fait, il y a des trucs cachés. Et en fait, voilà, et c'est en ça qu'il y a beaucoup de liens avec l'UPR, ou du moins que l'UPR attire le même genre de personnes. C'est parce que voilà, c'est l'intérêt d'aller dénicher quelque chose de caché dans la loi et de révéler. C'est quoi ce bullshit? J'ai pas les datas. Vous connaissez pas l'UPR? Oh, waouh. Il y a des gens qui connaissent pas l'UPR. Communauté boomer Facebook, un peu, mais c'est très très YouTube aussi. Hein. C'est beaucoup de gens sur YouTube. Et parce qu'il y a ce côté-là de... T'as l'impression que sur YouTube, t'as accès à du coup une connaissance et un truc, et d'ailleurs beaucoup pour des gens qui n'ont pas particulièrement fait d'études, etc. Donc, tu vas sur YouTube, t'as quelqu'un de sachant qui se présente comme plus sachant que toi parce qu'il fait une conférence de 3 heures avec un PowerPoint très très fourni, etc. Du coup, tu dis, oh, il s'y connaît. Et du coup, l'attrait un petit peu de ce savoir que tu n'as pas et qui te démunit énormément au quotidien, te pousse aussi à suivre ce genre de truc. Vous avez l'impression que vous allez marquer des bons points, sauf que vous perdez toujours. Je suis conscient de tout ça. Je suis conscient à 100%. Mais écoute, comment est-ce qu'il y en a des gens comme moi, là, qui vont la perdre sans avoir la connaissance que j'ai réussi à acquérir avec la... Voilà, c'est ça, la connaissance. Combien de gens comme ça
vont avoir la connaissance que j'ai acquis, etc., que j'ai réussi à acquérir. Voilà, c'est vraiment ce truc-là. Il y a ce truc-là de j'ai une connaissance que les autres n'ont pas. Voilà. Je suis reconnaissant ce monsieur-là énormément. Parce que j'ai des connaissances, puis plus jamais que ma vie va être pareille. Moi, je la vois plus comme ma mère, ça, la vie au Québec. Du tout. Moi, on dirait qu'on est dans un autre monde. Puis pourquoi est-ce que vous chargez de l'intérêt sur un prêt qui est scriptural? Il n'y a pas de risque de perte avec de l'argent qui n'existe pas. Et ça, c'est accidentellement basé. C'est que oui, techniquement, il y a beaucoup, comment dire, les prêts bancaires, les trucs comme ça, c'est un jeu d'écriture. Alors bon, jeux d'écriture qui sont contrôlés quand même par des systèmes de contrôle, l'émission d'argent reste contrôlée par les banques centrales au travers des taux directeurs, des trucs comme ça, etc. Mais il y a ce truc-là en effet, l'argent est pour beaucoup de choses fictif. Mais ça veut pas dire que tu peux ne pas payer tes impôts pour autant, parce que c'est une fiction qui est très très réelle. Comme le genre, voilà. C'est le bail de l'argent-dette qui tournait dans les 2010. Ouais, je crois que c'est un peu ça. Mais parce qu'à l'époque, comme c'était la crise des dettes souveraines en Europe, que c'était du coup le reste de la crise de 2008, de la crise des subprimes aux États-Unis qui a atteint à peu près toute la planète. Il y avait beaucoup de discussions sur la dette, beaucoup de gens qui du coup ont cru qu'il y avait un sentiment du coup de découvrir des trucs secrets sur en fait comment l'argent fonctionne, etc. Donc voilà. Les gens qui vous écoutent, M. Normandin, ont l'air de finir tous dans la pauvreté. Écoutez, je ne veux pas que ces gens-là finissent dans la pauvreté. C'est le système qui fait comme ça. Ah ben voilà, et lui comment voilà, donc lui l'arnaqueur, comment il se défend? Il dit ah mais moi je veux pas qu'ils finissent pauvres, c'est la faute au système qui sont pauvres parce que l'État n'existe pas. Tu vois, genre c'est vraiment ce truc là, le complot comporte en lui aussi sa propre justification quoi. On part avec vos biens. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que des fois vous vous êtes dit, non, on est vraiment allé trop loin? Non. Jamais, parce que la vérité est trop importante à connaître. Ils viennent par inconscience. Ils sont pas conscients de ce qu'ils font. Des martyrs, justement ça entretient leur sentiment d'être des martyrs. Vu que évidemment qu'ils se mettent en illégalité, du coup ils sont poursuivis par la loi absolument partout, par les keufs, par les trucs, ils se font saisir leurs biens parce que oui c'est comme ça que ça marche. Du coup oui, ils se sentent victimes de ça, du coup ça entretient leur impression d'être martyrs d'un système qui a un complot et que les gens ne se rendent pas compte, etc. Bref, voilà quoi. En 2008, la propriétaire abolit son poste, mais refuse de payer ce qui reste à son contrat. On a commencé à recevoir des documents. D'ailleurs, le premier document il avait 14 pages. J'en comprenais pas 10%, mon avocat non plus. C'est des niaiseries. C'est la patronne qui a pas contracté à payer ses salaires. La patronne qui est au tribunal qui sort des conneries de citoyens souvent pour pas payer. Ok. Là, elle se faisait conseiller par quelqu'un, qui est M. Normandin. Jacques-Antoine Normandin, créature humaine de Dieu, témoin à décharge. Créature humaine de Dieu, waouh. Oui, parce qu'il y a beaucoup de trucs aussi religieux en mode c'est beaucoup dès lors aussi croyants, alors que soit catho ou évangélique aux États-Unis et au Canada en règle générale. J'ai dû être de droit divin. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, ta personne physique, c'est ta personne de droit divin, et que ta personne morale, c'est le truc qui a été créé par la conspiration, je sais pas quoi. Contracter avec Dieu, ouais, c'est ça. Il a préféré contracter avec Dieu. Quand le postier arrivait, puis il en recevait une enveloppe encore ça d'épais là, par jour. Là, Ce fameux truc de terrorisme législatif, là où ils inondent les tribunaux de procédures, des trucs comme ça, voilà, là, elle a fait vraiment du terrorisme bureaucratique envers son truc en lui envoyant des documents incompréhensibles, etc. Tout ça pour lui faire lâcher l'affaire, en fait, globalement. C'est une procédure bâillon, mais version citoyen souverain, quoi. C'est une dinguerie. Ah oui, c'est du harcèlement. Le juge tranche en faveur de Luc Bergeron. Mais c'était pas fini. Non. Encore là, on s'est dit, j'ai dit, c'est fini, on va payer. Fait que là, on attend 2-3 semaines. Oui, bien sûr, le juge a tranché en sa faveur, mais comme c'est une citoyenne souveraine, du coup, elle veut pas payer, quoi. Ils ordonnent la saisie du golfe de l'Estrie. Mais la propriétaire tente une dernière manœuvre. Oui, du coup, comme elle n'a pas voulu payer, du coup, ils se sont dit, on saisit son golf et comme ça, la valeur de son bien va compenser et va payer, etc. Et du coup... La propriétaire met une hypothèque légale sur son terrain. Linda Lemay prétend devoir de l'argent à Linda Noreen Lemay. Pourtant, c'est la même personne. Mais non, c'est du génie. Parce que du coup, pour les gens qui n'ont pas le lore, voilà, les majuscules. Le truc en majuscule, c'est sa personnalité juridique, entre guillemets, parce que sur l'acte de naissance, son nom est écrit en majuscule. Et du coup, elle s'est fait créance à Linda Noreen Lemay en minuscule, du coup, qui est son vrai prénom de personne physique. Et que du coup, elle se l'est offerte à elle-même. Et du coup, ça veut dire que c'est une dinguerie. Mais elle nous a expliqué que même après avoir perdu son entreprise, elle continue à croire aux enseignements de Jacques-Antoine Normandin. C'est un homme brillant, dit-elle, mais il doit travailler sur son approche. Non, mais il est très bien, je l'aime beaucoup. Mais par contre, son approche, il devrait revoir. Mais par contre, oui. Un problème de com. C'est l'excuse Jérôme Jarre. Elle a perdu son terrain de golf. C'est pas parce qu'elle a suivi mes conseils, madame. C'est les juges, c'est un règlement de compte. Ils sont narcissiques, c'est des malades, ces gens. Ah, du coup, il est devenu... propriétaire du golf, c'est incroyable. En vrai, il a bien mérité son golf, le frérot. Après, force au sanglier, nonobstant. Mais il a bien mérité son golf. Hein. La vérité, avec tout ce qu'il a subi de la part de sa patronne,
Elle lui devait bien ça, quoi. Après avoir intenté d'innombrables procédures, Jacques-Antoine Normandin a été déclaré plaideur quérulent. Certaines cours lui interdisent d'intenter des recours sans obtenir d'abord une permission. Il s'est fait ban par les tribunaux. Bah oui, évidemment, bah oui. Comme il fait des procédures de justice abusives avec un langage qui ne correspond pas, etc., bah du coup, il s'est fait blacklister par les tribunaux. Et c'est logique, parce que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il harcèle les tribunaux, tout le temps. Depuis 2007, l'agence a obtenu 28 condamnations contre les citoyens souverains au Canada, dont plusieurs peines d'emprisonnement. C'est quoi votre diag sauvage pour le fou du bus normandin narcissique parano? Plutôt parano, mais surtout escroc. Mon diag, c'est surtout escroc. Il partage aujourd'hui un duplex loué avec sa mère et son frère. Il n'a plus d'auto et peu d'argent. Mais attends, mais c'est un escroc, il se fait même pas d'argent. Mais c'est nul à chier. Ça lui rapporte même pas de thunes. Donc il y croit vraiment. Donc ok, donc vraiment parano, quoi. Parano, bah après il y a toujours de la mégalomanie dans la paranoïa, mais... Ok. Pourquoi mégalo dans la parano? Bah souvent la paranoïa, ça implique de croire qu'il y a des forces qui te veulent du mal, etc. Mais du coup pour ça, il faut partir du principe que tu es suffisamment important pour que ces forces te veuillent du mal. Donc en fait souvent, dans la paranoïa, il y a aussi une... comment dire, soit la paranoïa te donne un excès de sentiment d'importance dans le monde, soit un excès de sentiment d'importance dans le monde entretient ta paranoïa. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a souvent de la mégalomanie dans la paranoïa. Main character syndrome, un peu ça, ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ça s'entre-alimente. Sauf qu'il fallait que quelqu'un le fasse. Il fallait que moi je le fasse. Le bon Dieu m'a donné ça à moi ici. Ok, d'accord, donc mégalo. Ok, donc voilà, mégalo, voilà, vous l'avez. Le bon Dieu m'a choisi, moi, je suis l'émissaire de Dieu. Quelqu'un devait révéler le complot. Et voilà, et tout le monde est contre moi. Alors que voilà, je suis le prophète envoyé. Ouais, d'accord. Mais c'est la créature humaine de droit divin, oui, en fait, ça se voit déjà dans la manière dont il signe, c'est vrai. Dans l'histoire de l'humanité, hein, vous avez des gens comme Gandhi qui s'est démarqué à quelque part ouais, pour Gandhi, aider ouais. les gens. Ouais, bah, bien sûr, Gandhi, ouais. Ouais, comme Gandhi, ouais. Il est similaire à Jésus, là. Et même, je dirais Mandela. Je sais pas. Gandhi, il a dit « Je ne contracte plus avec la couronne britannique ». Voilà, Gandhi, il a décontracté. Il était très décontracté. C'est d'ailleurs, il y a pas mal de citoyens souverains dans, vous savez, les mouvements un peu en mode gilet jaune du Canada, de grève de routiers, etc. Pareil, t'avais pas mal de citoyens souverains dans le délire aussi. Oui, c'est ça, les convois de la liberté, exactement. T'avais pas mal de trucs. Bah, t'avais tous les leurs complotistes qui étaient là-dedans, mais t'avais beaucoup de... Enfin, voilà. Alors bon, du coup, c'est un peu dommage parce que ce documentaire a plutôt parlé de la partie très... juridique, escroquerie, échapper au fisc, etc., du mouvement des citoyens souverains, et un petit peu moins la partie plutôt idéologique, parce qu'encore une fois, le mouvement des citoyens souverains, c'est une nébuleuse, donc tu as à la fois des trucs, comme je vous disais, vraiment hyper antisémites dans le complotisme, etc., et en même temps, des trucs simplement de gens qui veulent pas payer d'impôts, quoi. Donc c'est hyper large, mais du coup, là, on est plus sur les gens qui veulent plus payer d'impôts. Oui, mais t'as pu bien y règles, du coup. Ouais, du coup, j'ai pu ajouter un petit peu les trucs là-dedans, quoi. C'est la partie sociale / politique qui nous intéresse. Bah ouais. Parce qu'en vrai, je trouve que les gens qui sont dans le truc de on veut plus payer d'impôts sont beaucoup plus dans ce délire-là dans la partie honnête du complotisme. Parce qu'il y a toujours une partie honnête dans le complotisme. Il y a toujours une partie de, encore une fois, l'idée de découvrir des secrets, de découvrir enfin ce qui se cache derrière toutes ces complexités légales qui nous enferment et qu'on comprend rien, etc. Il y a ce truc-là très très honnête parce que il y a toujours quelque chose d'utopique dans le complotisme. De ça, de pas être crédule, ouais. De pas être un mouton, typiquement. L'image habituelle des complotistes, c'est les moutons, alors que moi je ne suis pas un mouton, etc. C'est sortir de la masse, et c'est aussi d'ailleurs très souvent pour ça que ça parle beaucoup aux classes plutôt prolo, etc. C'est que tu as ce truc-là de voilà, je peux être un prolo comme les autres qui se fait matraquer par les impôts, par les trucs, par les charges, par je sais pas quoi, par payer des trucs. Tu sais, les gens qui sont dans des cycles d'endettement, des trucs comme ça, etc. Voilà, je peux être un mouton qui subit. Voilà, je vais sortir du troupeau et puis je vais me rendre compte en fait que de façon parfaitement hasardeuse, voilà, il se trouve qu'en réalité, les impôts n'existent pas. Et ça colle parfaitement au fait que j'arrive plus à les payer. Quand je sors dans un événement social seul, manif pot d'assaut, il y a presque toujours un complotiste qui m'approche, ça me fout en PLS chez moi de voir l'ampleur que ça prend. Ouais, bah ouais, de fou. Déjà, c'est bien qu'ils soient dans les trucs politiques. En fait, le milieu politique permet une intégration de ces personnes-là et permet de les déradicaliser aussi parce que simplement, ils sont dans une sociabilité de gens extérieurs. Là où ça devient dangereux, c'est quand ils coupent toute leur sociabilité et qu'ils rentrent dans une sociabilité purement de gens qui sont dans la même théorie du complot qu'eux. En vrai de vrai, ça reste encore rassurant. Les gens que vous croisez dans des événements militants, des trucs comme ça, et qui sont dans ces délires-là,
ils sont encore sauvables entre guillemets. Donc, mais ouais, mais c'est déprimant parce que tu vois aussi, c'est aussi l'irruption de ce truc-là qui te paraît comme un truc totalement étranger, loin, un truc d'internet, de trucs bizarres qui fait irruption aussi dans ton réel et où t'es en mode oh putain, mais en fait c'est des gens très très proches de moi qui pourraient tomber là-dedans quoi. Le pire c'est quand c'était Daron qui tombe là-dedans et tout quoi. Ça doit être l'enfer. Daron de ma meilleure amie a toujours été dans des trucs comme ça fait bizarre parce que je sais pas comment réagir en m'y acquiescer. Je sais pas trop par quel bout prendre la déradicalisation quoi. Parce que t'as beaucoup de gens comme Vincent Flibustier, qui a été cité par la vidéo du Parisien, qui a été même interviewé par le Parisien sur ce sujet. Alors lui, ce qu'il adore, c'est afficher les gens, quoi. Afficher les gens sur Internet, les traiter d'abrutis, les traiter de gens dangereux. Du coup, évidemment que ça a nature à radicaliser les gens. C'est vraiment la dernière chose à faire. Mais le problème, c'est que jusqu'où tu étends ton empathie jusqu'où tu étends ton empathie à quelqu'un qui est jusqu'au cou là-dedans, quoi. Comment tu prends le truc, c'est compliqué. Et c'est pour ça que les gens comme lui, tout ce qu'ils trouvent, c'est la dérision. C'est oh là là, ils sont débiles, ils sont dangereux, ils sont violents, etc. Au lieu de se poser la question de pourquoi ils le sont. C'était comme, je me rappelle, pendant le Covid, c'était le grand débat avec les zététiciens, avec les asserments d'axe et trucs comme ça, qui se foutaient de la gueule des darons anti-vax. Tu sais, les darons anti-vax qui faisaient des vidéos en mode oui, les vaccins c'est dangereux, blablabla et tout, et qui se faisaient chier dessus, mais c'était de façon hyper violente par pas mal de zététiciens, parce qu'en fait, ils prenaient ces gens tellement de haut, c'était en mode oh là là, vous êtes dans des croyances, vraiment, vous n'êtes pas dans la raison, etc., que du coup, résultat, les gens se radicalisaient dans leurs croyances parce qu'ils étaient en mode en fait on fait que nous prendre de haut, on fait que nous prendre pour des cons, on fait que nous prendre pour des gens qui savent pas alors que moi je sais et que du coup on va pas les écouter quoi. Après c'était un peu ridicule, mais bien sûr que c'était ridicule, mais il y a ton sentiment que c'est ridicule et il y a la façon dont tu veux vraiment approcher les gens qui risquent de tomber là-dedans quoi. Et ça demande quand même une approche psychologique un peu plus fine que simplement se foutre de leur gueule ou alors dire regardez ils sont bêtes alors que moi j'ai la raison quoi. Bref.